Bonjour et bienvenue dans Prête-moi ta voix, un podcast où des gens me prêtent leur voix pour que je vous les fasse écouter. Vous venez d'atterrir dans le 6e épisode de Prête-moi ta voix et récemment là, dans mes petites statistiques chez redcircle.com, qui est mon distributeur de podcasts, donc c'est ceux qui s'amusent à mettre mon podcast sur Spotify, sur Apple Podcast et sur d'autres plateformes d'écoute un petit peu moins connues, mais que j'apprécie quand même beaucoup. En regardant mes statistiques donc chez Red Circle, j'ai vu qu'on avait passé les 1000 écoutes ou les 1000 téléchargements. Je ne suis pas encore très sûr de comprendre très bien ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que 1000 personnes ont téléchargé des épisodes ou est-ce que ça veut dire que les épisodes ont été écoutés 1000 fois? En tout cas, même si ça ne veut pas forcément dire grand-chose par rapport au succès de l'émission, moi, ça m'a fait trop plaisir de me dire que c'est des petits paliers comme ça qu'on passe au fil d'un projet. Et ça m'a fait me dire quand même, purée, 1000 personnes qui ont écouté des discussions de 45 minutes à 1h15. Ça veut dire que ça intéresse, ça veut dire que ça fait du bien aux gens peut-être. Donc merci encore pour votre soutien continu. Et on continue d'avancer avec ce projet qui me tient toujours autant à cœur et qui me fait toujours autant plaisir. Euh, et sans les personnes qui l'écoutent, clairement que ça aurait aucun sens. Donc voilà, plein de cœur sur vous les amis. Et donc dans l'épisode 6, j'ai parlé avec Nicolas. Nicolas me prête sa voix pour parler de choses plutôt diverses. On aborde d'abord une histoire de mobbing et de harcèlement moral et de traitement injuste qu'il a subi à l'université pendant ses études en sport. Et puis ensuite, on dérive un petit peu sur ses engagements actuels. Nicolas, c'est quelqu'un qui est très passionné et qui est engagé dans le mouvement Extinction Rébellion. Extinction Rébellion, pour vous la faire courte, ils protestent contre l'inaction des gouvernements sur les questions climatiques. Alors ils font souvent beaucoup parler d'eux dans les journaux quand ils font une action. Et là, c'était intéressant de pouvoir aussi discuter un peu des fondements, voilà, de comment ils s'organisent, de comment ils communiquent entre eux et quel est leur système. Euh, Évidemment, le but, c'est pas de faire de promotion politique d'un groupe ou d'un autre, mais voilà, c'est surtout de voir comment un individu évolue dans ce système-là. Et on a pu faire des liens aussi, du coup, avec son histoire de déboire universitaire. C'est donc une conversation qui s'attache voilà, au parcours d'une personne et à ses émotions et comment sa perception des autres et des interactions avec les autres évolue suite à des expériences de ce type. J'espère qu'elle vous intéressera ou qu'elle vous permettra de trouver des clés pour votre propre parcours personnel ou pour mieux comprendre celui de personnes qui vous sont chères. En tout cas, les amis, je vous souhaite une excellente écoute. À tout à l'heure. Donc moi, j'ai commencé l'université en sciences du sport euh, en 2015, 2016, je ne sais plus exactement quand. Enfin bref, ça date. Et à ce moment-là, j'avais pour ambition d'être professeur de sport, d'être enseignant au secondaire 1. Donc voilà, tout se passait bien, j'ai suivi des cours et j'avais déjà remarqué à ce moment-là qu'il y avait peut-être une ambiance un peu spécial. Après, c'était l'université, donc je connaissais pas très bien, mais je me sentais différent, en fait, par ma manière d'être, de me comporter. Et puis, c'est ce que j'ai compris plus tard, en fait, on peut dire que c'est un truc où j'étais pas hyper viril, en fait, par rapport aux Hmm. autres. Tu vois? Hem, voilà, donc c'est comme ça que je me sentais et j'ai vite compris qu'en fait, il y avait un culte de la virilité, en sport, de manière générale. Alors ça, c'est pas nouveau, hein, qu'on Mhm. sait que tout ce qui est virilité, sexisme aussi, c'est beaucoup plus proéminent dans le sport que dans les autres sphères de la société, hein. Hem, mais moi, ça se manifestait de cette manière-là où dans les vestiaires, j'entendais, des gars
qui parlaient mal de certaines femmes, qui Mmh. disaient, voilà, elle, je la baise, ouais, t'as vu comment elle est habillée et tout, machin. Et moi, un jour, ben, j'ai décidé de réagir. Puis j'ai dit, non, mais tu peux pas manquer de respect comme ça aux gens, surtout quand tu parles dans leur dos et tout. Et à partir de ce moment-là, ben, j'étais un PD. En fait. Enfin, Mmh. on m'a dit, non, mais toi, c'est parce que t'es PD que tu dis ça. Euh, et puis, voilà, avoue que sinon tu la baiserais aussi. Enfin, j'ai entendu des choses comme Mmh. ça assez tôt dans mon cursus en sport. Alors, je dis pas que tous les gars ont été sexistes à ce point, mais c'était assez global, C'était on va dire. proéminent, ouais, Ouais, OK. ouais, voilà quoi. Euh, et j'avais un très bon ami que je remercie beaucoup, qui a toujours été là avec moi, qui m'a toujours soutenu, qui a toujours été super compréhensif. Et puis voilà, enfin, en tout cas, moi, j'avais cette étiquette de PD qui m'a suivi. Mmh. Euh, et c'était toujours très vicieux, hein, donc c'était quand il fallait, par exemple, lancer le poids, c'était un type qui me filmait par derrière un petit peu pour montrer à ses amis que je lançais comme une tapette, par exemple. Hein. Waouh. Euh, C'était, je sais pas, on critiquait, c'était jamais frontal, hein, c'était dans Mmh. mon dos. Puis on critiquait ma manière de nager, par exemple, aussi. Je m'en rappelle plus très bien. Je crois que le mental, il a tendance à effacer ce genre de choses Ouais, un petit ouais, peu possible. négatives. Mais voilà, quoi. Mmh. Et c'était des choses qu'on venait me rapporter, en fait, beaucoup, hein, aussi. Donc voilà, j'ai vécu dans cette ambiance-là. En soi, je suis quelqu'un qui s'en fout assez, en fait. Enfin, ça m'a jamais touché. Voilà. Euh, j'étais, enfin, je me comportais de la manière la plus naturelle selon moi, et j'allais pas modifier mon comportement pour ces gens-là, quoi. Mmh. Et je savais que ça critiquait beaucoup dans mon dos, et je m'en foutais. J'avais deux, trois amis, ça allait très bien. J'étudiais et tout et tout. Et là où ça a un peu débordé, en fait, c'est quand je suis arrivé en cours de natation. Donc, euh, donc, en parallèle, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en natation, à l'Uni, il faut faire ses brevets aussi. Il y a trois niveaux de brevets. Il y a le base pool, le plus pool et le pro pool. Mmh. Et il faut présenter le plus pool avant d'arriver. C'est des brevets de sauvetage, C'est des c'est brevets ça? de sauvetage, Ouais, ouais, OK. exactement. Donc ces brevets, je les ai eus. Euh, et puis, grâce à un de ces brevets, même avant de commencer les cours de natation à l'Uni, j'ai chopé un poste de prof de natation à la piscine des Bergères. Et c'est un travail que j'ai toujours. Ça fait 4 ans que je travaille là-bas Mmh. maintenant. Et voilà. Et quand j'arrive en cours, ben, je fais mon cursus. À l'Uni, ça dure un semestre. Et à la fin du semestre, ben, je reçois ma note de natation qui est rien d'autre qu'un 1, en fait. Donc OK. la note de 1. Donc il Mmh. faut savoir il y a un écrit et il y a une pratique. Moi, j'ai eu Mmh. 1 à la pratique et j'ai fait 6 à l'écrit, en fait. OK. Parce que, ben, évidemment, j'enseigne la natation, je connais aussi ce domaine, et il est Mmh. normal que à la théorie, eh bien, je peux faire je fais une bonne note, quoi. Voilà. Mmh. J'avais confiance là-dedans. Et au fil du temps, bah, j'ai resuivi le cours, hein, évidemment. On fait un, on resuit le cours, toujours avec le même prof. Et durant cette deuxième tentative, mes amis venaient me rapporter dans les vestiaires, bah, que le prof, voilà, il avait dit quand j'étais sous l'eau que je nageais, que je devais abandonner, que je nageais comme une baramine, ou comme un, je sais plus ce qu'ils disaient, un chien boiteux ou un chien battu. Enfin, Mmh. voilà quoi. OK. Donc un prof qui ouvertement critiquait ses élèves OK. toujours lorsque j'étais sous l'eau. Euh, et puis je savais qu'il avait tendance à m'engueuler aussi beaucoup, Mmh. mais c'était, je me disais bon ben voilà quoi, ça, peut-être il est d'une ancienne école et tout. Bon ben voilà, suis ton cours, hein, et essaie de pas trop broncher, puis essaie de faire une bonne note quoi. Mmh. Donc moi il me fallait 1,5 pour passer. J'avais 6 à l'écrit, 1,5, donc ça suffit pour que je puisse passer, hein. Ouais. Donc je refais l'examen et là, ben, je reçois un 1 de nouveau. Toujours 6 à l'écrit, hein,
Et du coup, ce 1 me présente un échec définitif Mmh. quand je reçois mon bulletin. Donc là, ça va pas. Je suis allé voir mes résultats et tout. Puis effectivement, ben, hem, enfin, pour moi, ça sortait complètement de toute objectivité, en fait. Mmh. Enfin, surtout que je m'étais beaucoup entraîné, et j'avais assez peu de doutes sur le fait que je pouvais, faire une aussi mauvaise note dans ma Mmh. manière de nager. Alors oui, je suis pas un champion, de la natation, je fais pas de la compétition, mais je pense que je sais, assez bien nager. Enfin Ouais. voilà quoi, voilà. Je suis pas un pro, mais je suis pas En tout cas, mieux un que 1/6, en tout quoi. cas mieux que 1/6. Yes. Voilà, c'est ça. Et du coup, bah, là, mon pote, avec qui j'étais m'a dit: «Ben, voilà, va fais recours». Puis j'ai fait recours, j'ai posé un recours. Donc avant de poser le recours, j'ai envoyé un mail au prof. J'ai dit: «Ben, écoutez, qu'est-ce qui vous anime dans cette note? Pourquoi, pourquoi vous me mettez 1? Est-ce que vous pouvez pas revoir ma notation? Sachez que ça me met dans une situation compliquée, sachant qu'avec 1,5, ben, j'aurais passé je peux avoir mon bachelor, en fait, avec 1,5». Mmh. Il me restait, très, très peu de cours à terminer pour avoir ce bachelor, hein. Le prof répond, il dit: «Non, non, on est formel, la démonstration que tu as fait, c'est comme, en fait, si tu avais rien présenté». Hem, je pense qu'il sait que par email, on peut sortir les emails et puis les montrer, donc il m'a pas trop insulté par email, hein. OK. Mais, mais voilà quoi, il a dit que c'était comme si je n'avais rien présenté en fait, OK. le 1. Donc moi après j'ai vu un avocat, une avocate pardon et hem et on a fait les démarches du recours et j'ai été quand même assez touché à ce moment-là parce qu'il fallait, obtenir des témoignages, comme quoi, ben, j'avais bien été dans l'eau. Déjà, dès le moment où tu vas dans l'eau, en fait, tu as 1,5. Un peu ça, OK. une des règles. Ouais. Et il y a eu, je crois 8 ou 9 élèves quand même, que je soupçonnais pas, mais qui ont, signé la lettre, en disant, bah, que non seulement j'étais bien allé dans l'eau, mais en plus que ce que j'avais présenté, c'était quand même pas mal. Hem et il y a eu ce témoignage et ensuite, il y a eu autre chose aussi. Donc on a appris qu'il y avait pas de grille d'évaluation pour, pour noter les élèves qui présentaient, donc c'était vraiment entièrement, subjectif, en fait. Mmh. Ce qui est complètement, impensable lorsqu'on se prétend comme prof et qu'on a suivi des cours, de pédagogie, et Ouais, cetera, dans quoi. un cadre académique en plus, du coup, Ouais, ouais, dans un cadre académique, tu peux pas laisser autant de subjectivité, bien sûr. à une manière de noter. Enfin bon, donc voilà, j'ai posé le recours et ce qu'il faut savoir, c'est que, donc ça a été une démarche longue qui a duré à peu près une année, hein. Mmh. Et ce qu'il faut savoir, c'est que absolument tout le milieu académique, donc les profs, la faculté, le décanat, a tenté de me dissuader de Mmh. faire recours, en fait. Je crois, jusqu'au moment où je le dépose, et même un peu après, de l'avoir vraiment officiellement déposé, il y avait même le conseiller aux études, le doyen, qui me disait, il regardait mon dossier quand j'allais au rendez-vous avec eux, et il me disait, Nicolas, on voit bien, mais ton cas, il est assez clair, ça va pas passer. Tu vas perdre du temps, de l'argent, et heu, sachant qu'il y a un recours sur 10 qui marche, par année à l'Uni, tu peux pas le faire. Mmh. Enfin, ça va pas aller, quoi. Le cas est trop concret. Ce prof est légitime de te mettre cette note et voilà, on te conseille de ne pas déposer ton recours, quoi. OK. Hem, C'était assez dur pour moi parce que Mmh. j'ai été pendant très longtemps, entre, enfin, j'étais assez mitigé pendant longtemps, «Ça va me coûter cher, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'il faut pas plutôt me réorienter?» et cetera. Et au final, ben, il y a eu, toutes les associations, étudiantes, donc la FAE, l'AESP, l'Association des étudiants en sciences sociales et politiques, qui m'ont offert leur soutien et j'avais des contacts humains qui me disaient: «Mais non Nicolas, nous on est de telle association, fais recours, ça vaut la peine, on est là. S'il y a des problèmes financiers, on te soutient». Donc voilà. Et là, j'ai déposé mon recours et à partir de ce moment-là, hem, tout le monde s'est tu, en fait. Enfin, comment dire? Tout le milieu académique s'est tu. J'ai plus reçu de tentatives de dissuasion parce que j'ai annoncé que j'avais posé le recours.
6 mois après, un peu plus de 6 mois, je reçois une réponse que le recours a été pris en compte et au bout d'une année, un peu moins, je crois 8 mois, donc mes cours ont été suspendus, hein, Mmh. entre-temps, j'avais rien, j'ai travaillé pour gagner de l'argent et ben, je reçois que la commission des recours a statué que mon recours a été un succès, qu'il a passé, que voilà quoi, que et j'ai gagné le droit donc de refaire le même cours avec le même prof OK. et et d'être examiné par le même prof. Puis là, ben, j'ai commencé à écrire au décanat, puis j'ai dit: «Bah, écoutez, non, ça va pas, on peut pas faire ça». Moi, j'ai ressenti des violences de ce prof-là. Mmh. J'ai ressenti des violences du milieu du sport, à l'Uni, de manière générale. Je me suis senti insulté par ce prof. J'ai écrit, des emails et j'ai eu des rendez-vous pour dire ça. Je veux pas le voir, en fait. Je veux Ouais. pas et je veux pas lui donner ma confiance pour, des notes qu'il pourrait m'attribuer. Hem Et là, le décanat m'a répondu: «Écoutez, c'est une chance que vous avez gagné ce recours, donc c'est pas pour tout le monde. Donc saisissez cette chance et essayez de faire mieux». Et là, pour moi, c'était déjà un peu assez scandaleux. Puis du coup, j'ai dit: «Non, mais c'est pas une chance, c'est une justice qui a été rétablie». Je me suis exmatriculé. J'ai dit: «Non, bah, je m'exmatricule et je vais finir à Fribourg». OK. Donc là, c'est mon dernier semestre, à Fribourg, à l'université en sport à Fribourg et tout se passe bien. J'ai des très bonnes notes en natation. Il y a quand même une preuve du coup derrière, ouais, c'est Ouais, bien. oui. Et puis, j'ai pas eu envie de revoir ce prof. Évidemment, j'ai oublié de dire, mais j'ai demandé avant de m'exmatriculer, j'ai demandé si c'était possible qu'il y ait une médiation qui se fasse Mmh. ou quelque chose. D'abord, on m'a dit oui. Ensuite, j'ai été quand même au premier cours avec ce prof et la médiation, n'a pas eu lieu. J'ai demandé pourquoi. On m'a dit: «Ah ben, on n'a pas les ressources pour faire la médiation». J'ai demandé: «Bon, est-ce que c'est possible d'avoir un autre prof, de natation alors?» Non, ils ont dit que non, ils avaient pas les ressources et c'est à ce moment-là que j'ai pris d'autres dispositifs et je me suis exmatriculé. OK. Donc, le processus en tout, à partir du moment où tu passes ton 1er examen, où tu reçois la note de 1, jusqu'au moment où tu t'exmatricules, ça dure combien de temps? Ça a duré un peu moins d'une année, je OK. pense. Ouais, 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 8 mois, je pense. 8 9 mois. C'est assez flou, hein, parce que ça date de 2017-2018, Mmh. tout ça. Et après, j'ai fait encore 6 mois de pause avant de reprendre à Fribourg parce qu'il fallait que je me je s enfin, que je reprenne confiance en moi déjà, Ouais. hein, et que je sache, si c'était vraiment ça que je voulais faire, continuer à faire. Enfin, Mmh. en fait, il y a tout plein de il se passe tout plein de choses dans ta tête quand tu as un prof, donc une représentation académique qui te met la note de 1 dans un domaine que tu pratiques déjà dans le monde professionnel, en fait. Mmh. Hem Et tu te sens plus légitime. Donc moi, j'avais peur d'aller donner des cours de natation, de voir mes élèves. Je me disais: «Mais enfin, en fait, je suis un peu un imposteur, Mmh. et tout et tout». Et puis, je me sentais j'avais même peur des fois de retourner nager pour moi, hein, faire un 800 mètres crawl, c'était devenu difficile pour moi, Mmh. alors qu'avant, c'était quelque chose que j'arrivais, sans trop de problèmes. C'était difficile parce que j'avais un processus mental qui venait et qui me disait: «Mais en fait, tu es juste pas légitime de nager, quoi». Mmh. Et je me sentais même mal d'aller dans cette piscine, quoi. Comme le prof considérait que j'étais même pas allé dans la piscine, en fait. Ouais. Tu vois? Ouais, c'est ouais, ça, je trouve assez dingue, dans la manière dont lui a présenté les choses. Du coup, c'est plus ou moins comme si tu avais rendu une feuille blanche à un examen, quoi, en gros. C'est ça que lui, il présentait ou qu'il mettait en avant. Ouais, ouais, c'est ça, en fait. Et Mmh. en fait, mon recours, il a abouti grâce au fait, ben, que un prof ne peut pas mettre la note de 1 si tu as fait une tentative, donc Ouais, c'est ça. Et aussi grâce au fait que, il y avait pas de grille d'évaluation. ouais. Et ça, c'est un peu un truc que j'ai qui m'est resté, c'est que, ben, il a pas abouti grâce au fait que, heu, ou à cause du fait que le prof m'a insulté et a Mmh. été, violent, verbalement avec moi. Ça, c'était pas particulièrement pris en compte, en Ça, fait. c'était pas du tout pris en compte, en fait. OK. Ça n'a même pas figuré dans dans les raisons pour lesquelles le recours a été, a abouti, en fait. Waouh.
Voilà. Et du coup, enfin, donc toutes ces violences-là, autant de la part du prof que de la part de l'institution, c'est quoi les ressources qui t'ont permis d'aller au bout de cette démarche quand même, malgré le fait que du coup il y avait le monde était un peu contre toi à ce moment-là. C'était un fort, ouais, tu dis: «Le monde est un peu contre toi», mais les ressources qui m'ont vraiment permis, c'était un fort soutien humain, Ouais. en fait. Enfin, j'avais ce très bon ami que je remercie, vraiment du fond du cœur et envers qui j'ai énormément de gratitude, qui m'a encouragé, en fait, à continuer à faire recours. Il était là tous les jours, on allait boire des cafés ensemble, enfin. Il y a ma mère aussi, que j'aime énormément et qui m'a beaucoup soutenu, financièrement aussi. Il m'a dit: «Bah, voilà, tu auras peut-être pas l'argent de payer l'avocat, écoute, je te le paye, je t'avance l'argent, Hmm. et puis comme ça, bah, on en reparlera après et comme ça, au moins, ça sera derrière» et voilà, quoi. Et il y a les associations, étudiantes, en fait. Hmm. Donc la FAE, hem et puis la ESP, donc à l'Uni à Lausanne qui eux, m'ont toujours encouragé à faire recours et on a même fait une grande fête à Zelig pour moi lorsqu'on a appris que mon recours avait abouti, quoi. Donc vraiment, je remercie beaucoup ces gens-là. Et c'est marrant parce que, pour la petite anecdote, quand j'ai reçu par courrier le résultat du recours, je savais déjà que j'avais gagné, Mhm. mais le courrier mettait un recours, un résultat refusé. Enfin, il disait que j'avais pas réussi le recours. En gros, je sais plus comment c'était, recours rejeté ou un truc comme Ouais. ça. Et en fait, c'était juste une faute de pattern dans le système informatique parce qu'ils ont tellement l'habitude de faire ce genre de courrier, tellement il y a peu de recours qui passent, que là, il l'a envoyé par défaut sans se demander si en Ok. fait, c'était pas un recours qui avait gagné, tu vois? D'accord. Waouh. Ouais. Et malheureusement, bah, en fait, c'est ce courrier-là qui fait foi. C'est le courrier que tu reçois en recommandé à la maison, tu vois? Ok. Et du coup, j'ai eu encore un petit coup de stress, un petit ascenseur émotionnel. Donc là, j'ai filé à l'Uni. J'ai été directement voir le doyen de la faculté qui était en pause, en fait, à midi. On m'a guidé vers lui. J'ai dit: «Non, mais là, il y a une urgence, ça va pas». Et le doyen, il était très tranquille, très gentil, hein. Il m'a regardé puis il m'a dit: «Non, non, mais je me rappelle de vous. Vous êtes le seul, qui a remporté le recours parmi toutes les demandes qu'on a eues. Non, non, bah, félicitations déjà, et Ça arrive pas souvent, bravo. ouais, ouais». Dingue. Et non mais ah oui, l'histoire du prof de natation, non mais puis il me regarde et puis il me dit: «Non mais mettre un alors que l'élève a fait une tentative, ça va pas ça, on est d'accord, hein? Ça va pas? Non mais votre recours écoutez, je vous envoie une lettre, en recommandé, vous la recevez demain, hem, qui dit que vous avez gagné le recours». Voilà quoi, Hmm. cette lettre est annulée, voilà. En gros, il a fait ça. Ouais, donc même après avoir gagné ton recours, du coup, t'as encore des petits moments d'insécurité comme ça potentiellement. Ouais. C'est assez dingue. Ouais, c'est malade quoi. Ouais. Et du coup, à travers toute cette histoire, qu'est-ce que tu dirais que qu'est-ce que tu dirais que t'as appris, soit sur toi-même, soit sur, je sais pas, la société ou qu'est-ce que tu retires de tout ça en fait comme enseignement un peu? Bah, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant ma démarche de recours, j'avais une forte pression de mes camarades et de ce système aussi sexiste, Hmm. qui était proéminent en sport à l'Uni, hein. Euh, et, euh, et ce côté-là m'a pas aidé, en fait. Enfin, j'ai eu de manière générale une forme de détachement. Je pense que je m'en foutais complètement à ce moment-là. Mais je sais que ça m'a quand même un petit peu touché, dans le sens où je me sentais quand même moins légitime d'être étudiant en sport, d'être sportif, d'être Mhm. prof de natation en fait. Et, et ce que j'en retire, c'est que peu importe ce que disent les autres, enfin, peu importe ce qu'on peut te dire, donc sur le plan de ta personne, mais sur le plan aussi de ta situation, dans le contenant de ta vie, mais aussi dans le contenu, ces deux choses-là, euh, ne doivent avoir aucun impact sur les actions que tu fais si tu penses qu'elles sont justes, Hmm. en fait, je pense. Et si tu penses qu'elles sont justes, eh bien, vas-y, fonce, en fait. Et puis, essaye. Et si tu te pètes la figure, ben, ça te fera une expérience et tu t'en sauras mieux la prochaine fois. Mais en tout cas, tu as beaucoup plus de chances
d'y arriver en essayant que de ne pas essayer. Ouais, Ouais. OK. Ce qui est hyper logique, quand on y pense comme ça, mais quand on le fait, des fois, pas spécialement, c'est pas spécialement évident pour tout le monde. Ouais. Et donc ça, aujourd'hui, comment est-ce que tu l'appliques dans ta vie? Hem, J'essaye, je me casse la figure, j'essaie, je me casse la figure et je me casse de moins en moins la figure et en fait, j'ai compris surtout que en fait, il y a pas, enfin, après là, on entre dans une dimension philosophique, mais il y a pas de réussite ou d'échec, de bien ou de mal et tout. Il y a que des choses qu'on réussit plus ou moins bien, en fait, ou qu'on rate, plus ou moins bien aussi, et qu'on tend à améliorer. Et je pense Mmh. que ce qui est important, c'est d'obtenir un méta-regard, donc un recul sur, ce qu'on a fait, de pouvoir se remettre en question, d'y repenser et ensuite, d'appliquer ce même pattern sur, une autre situation de sa vie pour pouvoir, l'améliorer encore et encore, en fait. Mmh. Et ça m'a aussi, appris beaucoup de choses sur la justice sociale, en fait, et j'ai l'impression qu'on est trop, heu, on se fait facilement influencer, aussi, des choses qui sont liées aux réseaux sociaux, les critiques qu'on reçoit, sur les réseaux sociaux, souvent il y a des sujets qui nous touchent, et on reçoit des critiques de gens, où on lit les commentaires, sous un article d'un sujet qui nous touche et ça les commentaires négatifs nous touchent directement aussi. Et j'ai aussi, développé une forme, d'immunité face à ça. Alors attention, c'est pas une immunité genre, je m'en fous de toutes les critiques, Mmh. elles me touchent pas et je me remets jamais en question. C'est, plutôt les critiques, si j'en reçois, si j'en entends, et ben, j'arrive aussi à voir si elles sont fondées, en fait. Mmh. Et si elles sont fondées, et qu'elles attaquent pas ma personne, mais ce que je fais, eh bien, là je les entends, je les prends en compte. Et si elles le sont pas et qu'elles attaquent ma personne ou qu'elles sont infondées d'une manière générale, il y a pas de source, il y a pas de modèle lié à ça, heu, bah, souvent je les rejette, et ça me blesse pas ou moins en fait. Tu arrives à t'en détacher ou à comprendre que c'est peut-être pas, vraiment en lien avec toi, mais plus la personne aussi, qui exprime, une insécurité Ouais, ou ouais, quelque ouais. chose derrière. T'as un exemple concret de ça? Hem, heu, non, OK, désolé. c'est pas grave. Mais parce que tu parles de réseaux sociaux et puis, ben, récemment, tu été un petit peu exposé, j'imagine, suite à tes engagements, militants. Oui, ouais. Est-ce que, là, j'imagine qu'on doit recevoir énormément on doit recevoir énormément d'input, autant négatifs que positifs. Ouais, ouais. Est-ce que là-dedans, il y avait quelque chose de cet ordre-là, un petit peu? Oui, ouais, alors totalement. Bah, je te remercie de me ramener à ça. Hem, ouais, donc avant d'arriver juste sur ce sujet, faut rappeler que, ouais, je pense que cette histoire avec le recours, ça a été, une sorte de prise de conscience vers un besoin de plus de justice sociale et de comment se comporter face aux discriminations, sexistes. Mmh. Alors certes, il y a, le sexisme touche, en très, très grande majorité les femmes, hein, mais dans mon cas, je considère avoir été victime de sexisme, en fait. Mmh. Moi, en tant qu'homme qui manque de virilité, dans un monde de sportifs, Donc tu as été en fait. victime de sexisme par d'autres hommes? Par d'autres Ouais. hommes, voilà, ouais, Mmh. totalement. Heu, J'avais aucun problème avec les femmes, elles me causaient aucun problème, c'était vraiment du sexisme, par les hommes contre un homme qui était, qualifié de pédé, Mmh. à l'université, quoi. Donc Ouais. voilà. Hem Et du coup, ben, ça m'a fait comprendre pas mal de choses liées aux oppressions et ouais, ça m'a amené, à m'engager, dans le mouvement Extinction Rebellion, à Lausanne. Et puis, ben, j'ai été amené à aussi, faire des actions donc au quand on réfléchit un peu plus largement, on comprend que, finalement le système dans lequel on vit, il est, toxique par rapport à plusieurs oppressions qui sont perpétrées. Donc ça peut être sur les personnes de couleur, sur les femmes, donc ça peut être aussi sur les personnes qui sont en situation de handicap, les personnes plus âgées et cetera. Mmh. Enfin, on trouve vraiment beaucoup d'oppressions, hein, et on comprend que,
le réchauffement climatique et surtout l'inaction du gouvernement liée à ça euh, est le fruit aussi de ces oppressions et du système qui est alimenté en fait Mhm. par ce genre d'oppression. Donc voilà, moi je dis que c'est un système qui est toxique et on vit dedans et puis on doit grandir là-dedans. Donc je me suis engagé dans Extinction Rebellion euh, parce que donc le climat, c'est un sujet qui me touche énormément aussi, hein. J'ai été scout et je me suis beaucoup, je m'investis beaucoup pour la nature, pour le vivant et c'est quelque chose qui m'émerveille. Et Extinction Rebellion, pour moi, a cette force de, de vouloir réduire les oppressions à l'échelle à l'échelle individuelle et de groupe. Je m'explique en fait. Donc, euh, le système qui est promu par les principes et valeurs d'Extinction Rebellion, c'est une holarchie. Donc, l'holarchie, c'est le fait de considérer que euh, dans la nature, dans l'environnement, il y a des petits systèmes et chaque élément de ce système va avoir une influence dans le système tout entier. Si je prends par exemple un arbre, bah, l'arbre, il grandit, on va dire, dans une forêt Mhm. et cet arbre, il crée en lui une manière de recevoir les rayons du soleil, de se nourrir, euh, de recevoir de l'eau, de s'en nourrir aussi, etc. Donc l'arbre, il est d'une certaine manière autonome. Mais cet arbre, il évolue aussi, il va influencer l'acidité ou, euh, ou l'aspect basique du sol pour le reste de la forêt, en fait. Euh, et ça, c'est des études empiriques qui ont été effectuées par une institution qui s'appelle l'Université du Nou en France. Et après, on retrouve des modèles sociologiques par rapport à ça qu'on peut appliquer à l'humain en tant que groupe, Ouais, en fait. ok. Euh, Et du coup, ce modèle holarchique, il s'articule à travers des cercles. Et dans ces cercles, il y a des rôles. Et chaque cercle un peu a une mission. On pourrait voir que le cercle, c'est genre la forêt qui doit survivre. Et chaque arbre est un rôle dans ce cercle. Et puis peut-être qu'il y a une petite région de sapins dans cette forêt. Et du coup, c'est encore un sous-cercle. Et chaque sapin fait partie de ce sous-cercle et se nourrit peut-être différemment, avec un peu plus d'acidité, etc., etc. Donc voilà quoi. Yes. Et dans les humains, bah, ça se matérialise de cette manière-là. Ça veut dire que on emploie des méthodes de prise de décision qui sont par consentement, on dit, et on considère que pour que le cercle il évolue dans sa mission, il grandisse. Si par exemple ma mission, c'est de faire un stand au marché de Lausanne pour Extinction Rebellion. Dans ce cercle, tu as plusieurs rôles, en fait. Mhm. Il y a la table, il y a le fait d'aller aborder les gens, etc., etc. Et on considère que pour ce cercle, il évolue dans sa mission, eh bien, il fonctionne avec des tensions, et uniquement des tensions. Donc, la tension, c'est pas quelque chose de dramatique Mhm. vu comme ça, c'est quelque chose qui, si on le règle, me permettrait de mieux fonctionner dans le cercle. J'ai Ok. un exemple tout bête. L'arbre dans la nature, eh bien, s'il choisit de pousser à cet endroit-là, eh ben, ça va modifier peut-être la nature du sol. Ça va peut-être forcer Mhm. les arbres autour à se décaler un petit peu. Ok, ça crée des Mhm. tensions. Ok, eh bien, les arbres, à ce moment-là, ils vont s'adapter en fait lié à cette tension. Ouais. Ils vont peut-être aussi trouver une forme de turgescence, de symbiose en fait Mm. entre eux pour pouvoir se donner des ressources, s'en prendre, s'en échanger, pour qu'ensuite l'arbre du centre puisse pousser et puis vivre aussi. En fait. Ok. Donc voilà quoi. Et on matérialise les tensions de cette manière-là. Euh, et puis humainement, au niveau du groupe, comment est-ce que ça se matérialise? Eh bien, il y a une personne qui exprime le fait qu'elle n'arrive pas à aborder les gens dans la rue parce qu'elle est un peu timide ou je sais pas quoi. Ok. Et Mhm. puis, on va aller l'écouter et on va entendre son besoin. Et elle, son besoin, c'est peut-être qu'on la briefe, qu'on la forme sur comment être un peu plus, je sais pas, extraverti, on va dire, Mhm. pour les gens dans la rue. Et du coup, de cette tension-là, eh bien, émerge une solution qui est faire un moment de briefing, de
peut-être une demi-heure avant le stand au marché pour donner un peu plus de légitimité aux gens pour aborder les personnes dans la rue. Euh, C'était un petit peu un exemple comme ça. Mhm. Euh, Là, c'est un collectif de gens dans lequel toi, tu te retrouves, dans lequel tu as l'impression que tu arrives à exprimer une identité qui t'est propre. Peut-être, du coup, enfin, je pense du coup à l'histoire que tu racontais tout à l'heure. Peut-être que tu es dans un système là où tu as l'impression que ça prend plus en compte les individualités. Ouais, c'est ça en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce système holarchique, il fonctionne par petits groupes. Donc c'est toujours des cercles dans des cercles dans des cercles. Il ne montera jamais 50 dans un cercle. Enfin, c'est peut-être possible, mais c'est un petit peu un challenge, on va dire. Parce que dans chaque groupe, il y a un rôle de personne qui facilite, un facilitateur, une facilitatrice. On pourrait dire un modérateur en fait, hein, Ouais. une personne qui modère. Mais attention, c'est pas un leader, c'est le contraire. C'est une personne qui maîtrise des outils et une posture pour permettre au groupe d'exploiter au mieux son intelligence collective pour produire le mieux possible, tout en tenant compte du chemin qui est lié au résultat qu'on veut atteindre. Et ce rôle-là, à mon sens, il est super important parce qu'il est entraîné pour déceler les besoins de chaque personne, en fait, Mm. de chaque individu. Et la méthode de prise de décision que j'exprimais tout à l'heure, qu'on dit par consentement, en fait, il utilise des outils. Ça serait un peu long que je les explique comme ça, mais en très très gros, il utilise des outils qui peuvent permettre à un groupe de prendre rapidement une décision et qui est consentie par tout le groupe. Donc si je donne un exemple un peu, euh, il faut par exemple décider si oui ou non on fait une séance de briefing avant le stand au marché de Lausanne. Euh, donc la personne qui a cette tension, qui a besoin d'être un peu plus extravertie au marché de Lausanne, elle va dire voilà, j'ai besoin qu'il y ait un briefing, une petite formation avant. Mhm. La personne qui facilite, elle va utiliser la méthode par consentement et du coup, elle va d'abord faire un tour de clarification. Donc, elle va demander à chaque personne si la proposition de la personne qui a l'attention est claire. Mhm. Sinon, bah, elle va donner la parole. Ensuite, elle va faire un tour de réaction. Donc, elle va demander à chaque personne de réagir face à ça. Alors, il peut y avoir des gens qui disent ah ouais, c'est une super idée et tout, machin, j'adore. Il y en a d'autres qui pourraient dire ah ouais, ben écoute, on n'a pas beaucoup de temps au stand déjà, donc je trouve que c'est un peu longuette de faire ça. Mhm. Comment est-ce qu'on pourrait faire autrement? Je sais pas, mais je trouve qu'on n'a pas assez de temps. Voilà quoi. Euh, et voilà, donc la personne qui facilite fait un tour de réaction et ensuite on retourne chez la personne qui fait la proposition, qui est celle qui a l'attention. Euh, Elle a entendu et là, elle a la possibilité de modifier ou de bonifier sa proposition, en fait, Mhm. une bonification. Donc, elle a entendu les avis de tout le monde et elle peut y ajouter des amendements, on va dire. Ouais. Et une fois qu'elle l'a fait, la personne qui facilite fait un tour d'objection. Donc là, elle demande à chaque personne si elle s'oppose à la proposition. Et s'il n'y a aucune opposition, eh bien la proposition est validée par Ouais. consentement. Ok. En gros, ça veut dire ben, tout le monde comprend que ce n'est peut-être pas forcément la meilleure solution pour soi, mais parce qu'on se fait confiance, eh ben, on veut bien essayer et peut-être se réarranger par la Mhm. suite. Et tout. Ça reste ouvert en fait. Et par contre, s'il y a une objection, eh bien là, il y a un petit outil qui s'appelle le test des objections. Donc, je ne me rappelle plus exactement, mais je sais que une des clauses, c'est de voir si l'objection elle est liée à la personne qui fait l'objection ou au bien-être du groupe. Par exemple, une personne qui fait une objection pourrait dire, bah, moi, je vois pas ce que ça amènerait de faire un briefing. Je pense Mhm. que la majorité des gens ici n'en ont pas besoin. Je vois pas ce que ça amènerait. Voilà quoi. En fait. Ouais. Donc là, c'est un sentiment qui est uniquement lié à cette personne. Mhm. Ok. Et elle a fait une supposition qui est liée au groupe, qui n'est peut-être pas forcément vraie, hein. Mhm. Euh, et du coup, son objection là, elle n'est pas valable. Ok. En fait. Donc voilà quoi. Et du coup, ben,
Après, c'est la personne qui facilite qui va peut-être essayer d'amorcer une discussion avec cette personne. Mhm. Mais généralement, on fonctionne en intelligence collective et en petits groupes et ça marche assez bien. Et du coup, ben, dès qu'il y a pas d'objection, ou si toutes les objections sont levées, ben, la proposition est validée. Ok. Et c'est assez, ça peut prendre du temps si on n'est pas habitué à cet outil. Mais si la personne qui facilite, elle connaît et elle l'a déjà utilisé plusieurs fois, et ben, on fait ça en 5 minutes, hein. Ouais. Donc voilà. Puis c'est en fait ça. Enfin, moi, ce que je trouve intéressant dans comment tu le décris, c'est que ça permet aussi aux personnes d'exprimer des insécurités finalement. Ce qui peut être très difficile dans plein de milieux en fait. Et comme on l'a vu avant, même dans un milieu universitaire qui est censé être un peu éclairé, ou en tout cas qui est censé être, qui est très valorisé dans la société quoi. Et puis que c'est des choses qui semblent un petit peu basiques comme tu les racontes. Il n'y a rien de très scientifiquement compliqué dans la méthode que tu viens de décrire, j'ai l'impression. Mais il y a plein de milieux, même très, ouais, très importants et très puissants, qui ne développent pas du tout des logiques qui vont dans ce sens-là, en tout cas. Ouais, ouais, il y en a plein. Et en fait, j'ai même envie de dire, la grande majorité des institutions dans lesquelles on grandit, les organisations, les associations, ne fonctionnent pas comme ça. Hmm. Alors attention, donc, je dis pas que ce fonctionnement, c'est la panachée, c'est pas le summum de l'organisation, hein. Il y a des projets qui échouent aussi avec cette organisation holarchique. Euh, mais ce qui est certain, et c'est justement ce que l'Université du Nou a exprimé, c'est que ça contribue à réduire drastiquement les inégalités sociales au sein même du groupe, en fait. Ouais, Peu importe de la nature qu'elle soit, hein, ça réduit les sentiments d'oppression que les gens ont de manière interpersonnelle, en fait. ok. Et euh, ce fonctionnement-là, donc holarchique, il a un nom, on l'appelle la gouvernance partagée. Ça Hmm. veut dire on va donner les clés, enfin, on va donner le- l'opportunité au collectif de d'ériger lui-même ses règles et surtout sa vision, donc son objectif. Et c'est important de comprendre ça parce que ça responsabilise l'individu à chaque fois, en fait. Et s'il y a quelque chose qui fonctionne pas dans le groupe, s'il y a peut-être, je sais pas moi, une personne qui déroge au cadre que le groupe s'était fixé, bon, on peut ramener cette personne-là au cadre que le groupe s'est fixé. Mhm. Et aussi, ce cadre, il est pas figé. Donc, si cette personne-là a dérogé à une règle, peu importe la raison, c'est peut-être aussi parce qu'elle n'est plus d'accord avec cette règle. Et du coup, eh ben, on va lui donner la parole pour pouvoir changer. Il a vraiment le pouvoir de changer le cadre, la vision du groupe, en fait, la raison d'être du groupe Ouais, dans lequel il s'investit. nice. Et du coup, si on revient un petit peu à ton histoire, donc toi, tu évolues dans ce système-là depuis un petit moment. Ouais. Et puis, bah, on était parti sur ce bout-là de la discussion quand on parlait du fait de s'exposer aux avis des autres. Fatalement, j'imagine qu'à travers les actions d'Extinction Rébellion, ben, voilà, c'est quelque chose qui est assez médiatisé, puis où je pense que beaucoup de gens ont beaucoup d'opinions sans forcément savoir comment ça fonctionne. Je pense que très peu de gens ont entendu, par exemple, ce que tu viens de raconter sur le système de prise de décision au sein d'Extinction Rébellion. Comment toi tu deals avec ces inputs-là, avec ce que peut-être vous recevez de la société, ou bien soit sur les réseaux sociaux, ou bien dans les médias Ouais. Bah moi, j'ai deux chemins pour tenir compte de ce qu'on voit, des critiques qu'on reçoit, de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc le premier chemin, bah, c'est justement mon histoire liée au recours que j'ai fait et tout, et ça m'a vraiment appris qu'indépendamment de ta personne, bah, on pouvait te critiquer, et c'est pas ça qui allait te faire abandonner une cause qui est juste pour toi, Mhm. déjà. Et le deuxième chemin aussi, c'est la stratégie elle-même du mouvement Extinction Rebellion qui est basée en fait sur des situations historiques qui ont eu lieu, hein.
Et cette stratégie, donc là, je prends un bout sorti de son contexte, mais c'est juste pour expliquer la suite. Elle dit que euh, l'important, c'est de faire des débats, c'est de faire parler la population du réchauffement climatique, peu importe si les gens sont d'accord ou pas, euh, parce que lorsqu'on en parle, on crée du politiquement correct, en fait, autour de ça. Et ce modèle, il a un nom, c'est la fenêtre de Overton. D'ailleurs, l'UDC sait très bien le faire avec les moutons, avec les Mm. affiches. Éric Zemmour le fait très bien aussi actuellement avec tous ses propos choquants qui sortent à la télévision. Mais c'est une stratégie qui est vraiment très très efficace en politique parce qu'elle permet à la population d'intégrer dans son discours un sujet qui était inabordable auparavant, en fait. Mm. Et on en parle, et petit à petit, ben, on peut même l'accepter, en fait, cette idée. En fait. Euh, et c'est aussi une partie de la stratégie d'Extinction Rebellion. Donc, si on se rappelle, en 2018-2019, il fallait vraiment creuser pour trouver le sujet du climat dans les médias, hein, à la RTS et tout et tout. Et puis aussi grâce à la grève du climat, hein, euh, mouvement fondé par Greta Thunberg, Climate Strike et Fridays for Future, euh, on a vraiment le sujet du climat aujourd'hui qui est au centre du débat politique. En tout cas, on en parle beaucoup plus. Et, euh, et ça, c'est une grande réussite. Donc l'idée de créer des débats, en fait, c'est pas forcément de vouloir rallier des gens à notre cause. Mm. L'idée, c'est pas de vouloir mettre tout le monde d'accord. De toute façon, on n'arrivera jamais à mettre tout le monde d'accord. Et ça, c'est comme ça dans à peu près, enfin, dans beaucoup d'idées politiques qui ont quand même passé, en fait. Mhm. Euh, L'idée, c'est juste de déplacer cette fenêtre du politiquement correct pour qu'on puisse en parler dans les repas de famille et tout. Et la preuve, c'est qu'on en parle aujourd'hui aussi, Énormément, ouais. ici. Ouais. Enfin, c'est un des sujets vraiment prégnants de notre Ouais. société aujourd'hui, mais je trouve ça super intéressant. Euh, Il y a deux choses que je trouve super intéressantes. Déjà, c'est que tu as cité des exemples qui utilisent la même méthode, mais qui sont complètement à l'opposé des combats que vous avez, par exemple. Mhm. Euh, et, enfin, je trouve ça courageux aussi d'oser citer l'UDC et Eric Zemmour, qui sont peut-être des, euh, des personnes physiques et morales qui sont loin de vos schémas de pensée, mais de dire que en fait on utilise les mêmes méthodes dans le sens où c'est, je sais pas comment dire ça, mais je trouve que c'est très intelligent de le dire de cette manière-là parce que ça montre que c'est pas, on pense avoir la vérité absolue, mais on pense qu'il faut qu'on parle de ça en fait. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Puis il y a en fait, le côté, comme tu viens de dire, on en parle enfin qu'on en parle au repas de famille. En fait, c'est vrai. J'ai l'impression que ah, c'est hyper intéressant parce qu'autant je pense que beaucoup de personnes peuvent être très critiques de ce type de mouvement, même de mouvements extrêmement pacifistes, mais c'est des sujets qui sont quand même dans leur tête, du coup, malgré ça. Ouais, c'est ça. Et, et puis, même le fait qu'on en parle là, maintenant, en fait, toi et Mhm. moi, à travers ce podcast, c'est juste, c'est quelque chose qui serait pas arrivé s'il n'y avait pas eu des actions, des arrestations, hein, euh, des apparitions à la RTS, sur Infrarouge, d'activistes pour le climat, grève du climat, Extinction Rebellion. Ça nous mène vraiment à en discuter maintenant, en fait. Euh, et tu disais avant un truc assez intéressant qui est que ben on voit pas forcément le côté organisationnel du mouvement Mhm. dans les médias et tout. C'est vrai que ben, du coup, en fait, la désobéissance civile non violente, elle est utilisée entre autres juste pour être sur la place publique, en fait, pour qu'on nous Ouais. voit. En fait. Mhm. Et c'est un outil qui est, et surtout le fait que ce soit non violent, c'est un outil qui est stratégique parce que en employant la violence, alors certes, la violence peut marcher dans plein de cas, hein, et surtout dans d'autres régimes politiques, hein, ça il faut pas le nier. Euh, mais en l'utilisant, on peut aussi vite se faire couper le micro, en fait, Ouais. parce que ben voilà quoi, la violence peut pas être acceptée, ne peut pas être vue, on a plus de peine à la mettre au centre du débat Mhm. public, en fait.
Donc, voilà. Ouais. Donc c'est vraiment stratégique d'utiliser la non-violence. Et donc d'un côté, il y a un peu un parti pris d'accepter d'être la cible de critiques ou bien de condamnation pour que les gens parlent des sujets qui vous semblent importants. Oui, voilà, ouais, exactement. Ok. Et pour la petite anecdote, la rébellion qui a eu lieu à Zurich en octobre 2021, euh, il y a un dialogue hein, qui est créé avec la police. Mhm. Et je discutais avec le contact police l'autre jour qui m'a expliqué que, bah oui, en fait, on a dit à la police qu'on allait bloquer telle rue et telle rue. Et la police nous a dit, ben écoutez, en fait, on a discuté, puis on vous donne l'autorisation pour telle rue et telle rue. Donc vous pouvez y aller, allez-y seulement, vous pouvez la bloquer. Et puis le contact police, il a un peu rigolé, puis il a dit, ok, ben nous, on veut que vous nous arrêtiez. Alors on va plutôt bloquer cette rue-là que vous ne nous avez pas autorisée. Ok. Et là, le policier qui était au bout du fil, enfin le chef, je sais pas, il tombait des nues, quoi. Mhm. Et le mec, il Ouais. disait, non, mais vous êtes des masochistes ou quoi? Tout. Puis le contact police a répété, non, non, mais notre stratégie, c'est que vous nous arrêtiez. Donc arrêtez-nous massivement. Enfin, faites-le. Faites-le. Mhm. Et on va bloquer la rue que vous nous avez interdit de bloquer, en fait. Justement parce que avec les arrestations, ben, on arrive à être au centre du débat public. En fait. Ok. Et en fait, ce qui m'a vraiment convaincu, c'est que bah, c'est des outils qui ont déjà été utilisés par le passé, hein. Donc, Rosa Parks, par exemple, qui a été la première personne noire à être médiatisée pour s'être assise à l'avant d'un bus dans les années 1950 au Mhm. Montgomery, elle, c'était pas la première personne de couleur à s'asseoir à l'avant d'un bus, mais Mhm. c'était, disons, c'était le point culminant. C'était le moment où la sauce, elle a pris, en fait, Ouais. tu vois. Et on a pu se diriger vers un peu plus de droits pour les personnes noires, et surtout vers des lois qui autorisent les personnes noires à s'asseoir où elles veulent dans le bus. Donc, Ouais. donc voilà quoi. Mais il faut Mhm. savoir que le mouvement de boycott des bus au Montgomery, il a duré 10 ans. Mhm. Et c'était beaucoup de critiques aussi, hein, des gens qui n'étaient pas d'accord, qui pensaient que les personnes noires n'avaient pas à s'asseoir à l'avant d'un bus. Mhm. Et, et aujourd'hui, ce serait impensable de se dire ça, en fait. Mhm. Simplement, quoi. Bien sûr. Donc Ouais. c'est comme ça qu'on veut faire évoluer la conscience aussi. C'est intéressant parce que c'est vrai que du coup, ce qui est présenté dans les... enfin, moi, ce que je vois beaucoup dans les médias, c'est les revendications et puis les stratégies à court terme, beaucoup. Et puis, comme la manière dont tu le décris, c'est que en fait, on va probablement peut-être pas obtenir des résultats maintenant, mais qu'en mettant ça là, ça implique des évolutions en fait dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Ouais. Ouais, ben, une des faiblesses de cette méthode, c'est qu'on a de la peine à prédire quand même. Mhm. On ne sait pas quand ça peut arriver. Donc, il y a des cas historiques où ça a mis 10 ans pour arriver. Donc, je dis pas qu'aujourd'hui, on a eu ce qu'on voulait par rapport aux populations racisées, hein. Il y a encore beaucoup de pression, beaucoup de racisme, ça c'est clair. Mhm. Mais en 10 ans, on a quand même bien réussi à faire avancer les choses, hein, Ouais. grâce au mouvement de boycott des bus de Rosa Parks, par exemple. Et il y a d'autres cas qui ont mis 2 ans, par exemple. Mhm. Donc, le mouvement Otpor en Serbie, euh, fin des années 90, début des années 2000. Donc, c'est un mouvement Otpor qui veut dire résistance. Donc, c'est un mouvement qui s'est organisé en désobéissance civile non violente pour amener la destitution du dictateur à l'époque qui s'appelait Milosevic, qui était extrêmement oppressif envers les travailleurs et les travailleuses. Et le mouvement Otpor a pratiqué la désobéissance civile non violente pendant 2 ans. Eux, ils devaient se cacher parce qu'ils avaient beaucoup plus de risques de se faire tirer dessus, hein. Mhm. Mais ils ont aussi participé à des médiatisations fortes du mouvement. Et en 2 ans seulement, ils ont réussi à renverser le dictateur, Milosevic, euh, de deux manières. Donc la première, ils ont réussi à prouver médiatiquement à la population que les votations étaient truquées en faveur du président. Mhm. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont réussi à être suffisamment dans la rue pour que la police
sur ordre du dictateur, tire dans la foule et tirait sur ses propres enfants, en fait. OK. Et à ce moment-là, eh bien, la police a beaucoup moins tiré. Mmh. Hem, je sais pas si elle a plus du tout tiré ou si elle a juste moins tiré, voilà, quoi, je sais plus. Mais en tout cas, ça a amené jusqu'à la destitution du président Mmh. Milosevic, Il y a enfin du dictateur, une pardon. création de il y a une création de conflits de conscience un peu chez les gens aussi ou même chez les ouais, chez les forces de l'ordre, par exemple, ouais. Ouais, c'est super intéressant et dans, dans tout ça, du coup, si je ramène à toi et ton parcours, heu, à travers, ben, ton engagement militant maintenant et puis, ben, ton parcours à l'université et puis ces recours-là, heu, aujourd'hui, là, qu'est-ce que tout ça a fait sur toi et qu'est-ce que ça a changé chez toi? Ouh là, c'est assez compliqué comme question parce qu'il y a énormément de choses qui ont changé, en fait. Mais si je prends la posture de Nicolas qui veut devenir enseignant, Mmh. hem, je pense que j'ai un rapport au groupe. Donc quand je parle de groupe, ça peut être un groupe dans lequel on évolue, ça peut être une salle de classe aussi. Mmh. J'ai ce rapport au groupe qui est beaucoup plus, focus sur chaque individu, en fait. Ouais. Et il me semble que j'arrive à intégrer les besoins, les envies de chaque individu, en fait, et d'en faire une sorte de cocktail qui, par exemple, quand j'enseigne, soit un cours qui corresponde à tout le monde. Mmh. Mais ça vient pas aussi sans apprendre aux élèves que ben, ce qui correspond à l'un, ça peut pas forcément correspondre à l'autre, et que des fois, il faut un peu s'égaliser, en fait. Mmh. Et ça, c'est du consentement, en fait. Ouais. C'est Mmh. lié à la prise de décision par consentement, aux méthodes qu'on pratique, en fait, dans Extinction Rebellion. OK. Donc voilà, quoi. Et les élèves, je suis assez fier parce que mes élèves ont cette maturité-là. Enfin, ils l'acquièrent vite avec moi, en fait. OK. Et ils arrivent, et je trouve ça génial, ils arrivent à un peu faire on va dire, des sortes de concessions qui leur permet quand même d'évoluer dans la classe Mmh. et qui, en faisant ce petit détail, va permettre à d'autres de bien évoluer aussi, en fait. Ils ont quel âge les élèves auxquels tu enseignes, juste pour se faire une image? Ouais, alors, ils ont entre 6 et 15 ans. Donc, OK, ouais. j'ai vraiment Tout âge scolaire, ouais. j'ai tout âge scolaire. Quand j'enseigne à l'école, ils sont plus âgés, c'est surtout entre 8 et 15, Ouais. 16. Et les cours de natation, ça descend jusqu'à 6. OK, OK, Je OK. fais juste pas les bébés nageurs, quoi. OK. Ouais. Nice et qu'est-ce que tu dirais, bah, à une personne qui est peut-être, au début du chemin que toi tu as fait, par rapport à voilà, à des sentiments d'injustice qu'elle vit soit elle-même, soit qu'elle voit d'autres personnes vivre? Quel conseil tu donnerais, à quelqu'un qui est, voilà, dans les questionnements dans lesquels toi tu étais au début de tes processus de recours, qui se sont peut-être illégitimes? Ouais. Tu peux répéter ta question? Quel conseil tu donnerais, à quelqu'un qui est en train d'avoir les mêmes réalisations que toi tu avais, en 2015, ou 2016-17 quand tu as fait tes processus de recours, qui est en train de se rendre compte que voilà, on vit peut-être dans un monde, dans lequel il y a des injustices, institutionnelles ou des violences institutionnelles fortes, mais qui peut-être comme toi à cette époque-là se posait des questions sur sa légitimité, ou peut-être qu'il ne sait pas forcément par où commencer, voilà. Quel conseil tu donnerais à cette personne? Ouais. Alors, j'en donnerais 2. Le premier, c'est, si tu penses qu'une cause est juste, profondément, peu importe, vas-y. Si elle est juste pour toi, tu y vas parce que c'est vraiment toi qui est important, qui est importante. Donc vas-y. Et le deuxième conseil, c'est tu es responsable de tes émotions et de comment tu les sens, en fait. Et ce que Mmh. les autres peuvent faire, ben, ça peut être des choses méchantes, ça peut être des critiques constructives ou infondées, mais l'important, c'est comment toi, tu les prends, en fait. Et c'est la seule chose sur laquelle tu peux travailler. Euh, et étonnamment, ça va vraiment modeler aussi ton entourage pour beaucoup plus de bienveillance si tu t'écoutes toi-même. OK, mais je pense que c'est une excellente manière de conclure cette conversation.
Moi, j'ai une petite question que j'aime poser à tous mes invités, parce que j'aime que ces discussions se terminent sur une note joyeuse. Et j'aimerais savoir, aujourd'hui, toi, qu'est-ce qui te fait sourire? Hem, Ce qui me fait sourire, c'est tout bête, mais c'est de voir qu'on a fait quelque chose pour une personne et que ça la rend heureuse et que c'est genre gratuit. Enfin, je sais pas, c'est des actes de bienveillance, sans attente, désintéressés. Trop bien. Ben, merci beaucoup pour ton partage. C'était vraiment super intéressant. Merci Fred. Prête-moi ta voix est un podcast enregistré, produit et réalisé par moi, Fred Rebaud. Les musiques ont été composées et enregistrées par Francesco Bucciarelli et moi-même. Je le remercie infiniment pour son aide. Le podcast est disponible sur Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcast et d'autres plateformes d'écoute. Il sort les mardis, 1 à 2 fois par mois, selon mon rythme personnel. Si vous souhaitez faire une remarque, un commentaire ou intervenir dans le podcast, je vous propose de me contacter via Instagram @prête-moi-ta-voix.podcast ou sur l'adresse mail prête-moi-ta-voix.podcast@gmail.com. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt.